Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sérieuse dans laquelle je vais essayer de vous expliquer en tant que médecin pourquoi début décembre, le 1er et le 2 décembre 2022, je vais fermer mes consultations et faire grève. Il faut savoir que cette grève, elle sera faite par aussi des milliers de médecins. C'est un mouvement qui est en train de se préparer déjà depuis un petit moment. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi moi, je fais grève. Alors, je tiens à le préciser, je ne suis pas politisé, je ne suis pas syndiqué, je prétends représenter personne. C'est juste qu'étant un citoyen comme un autre, étant un médecin comme un autre, je me reconnais finalement dans le mouvement qui est en train de se créer et je vais vous dire pourquoi moi j'ai décidé finalement d'adhérer justement à ce mouvement et de faire grève. Au risque d'avoir des propos peut-être maladroits, etc. Je tiens à le préciser, je représente personne, je parle en mon nom et ce que je veux dire n'engage que moi. Sachant que je prends aussi voilà, un risque, connaissant Internet, les réseaux sociaux, comment ça se passe, je risque aussi de m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Mais comme toute personne voilà, qui travaille honnêtement en France, parfois on peut avoir des revendications et j'en ai. Et c'est pour ça que je profite, on va dire, de ma plateforme ici sur YouTube, qui est la mienne, pour partager un petit peu justement mes inquiétudes pour la suite par rapport justement à la médecine en France. Et du coup, pour commencer à vous dire pourquoi je vais faire grève début décembre, je vais commencer finalement par ce qui pourrait être la conclusion de la vidéo, et conclusion plutôt, on va dire, pessimiste. Alors voilà, il faut savoir que j'ai 29 ans, que ça fait 2 ans que j'exerce en tant que médecin généraliste, et tristement, triste constat, j'ai du mal à me projeter dans un avenir à moyen terme, long terme dans la profession. Et franchement, c'est quand même assez dramatique parce que, en tout cas, c'est mon point de vue et en discutant forcément avec des personnes qui sont aussi dans ma situation, qui ont mon âge, qui ont commencé il n'y a pas longtemps, eh ben, disons que c'est une situation qui n'est pas anecdotique. Beaucoup de personnes, beaucoup de médecins ont du mal à se projeter aujourd'hui avec le système actuel dans les années qui viennent. Et inversement, ou inversement parallèlement plutôt, des médecins qui sont déjà présents, on va dire, sur le terrain depuis plusieurs années, ont constaté des dégradations importantes du système qui font qu'ils ont l'impression que si on continue comme ça, bah finalement, les choses vont s'écrouler. Ça va être très très compliqué de maintenir en tout cas le système médical, on va dire, ambulatoire, c'est-à-dire hors hospitalier, parce que forcément, étant pas à l'hôpital, je parlais de ce que je connais. Après l'hôpital, je l'ai connu au travers de l'internat, etc. On sait que c'est aussi un endroit en difficulté, en tension, mais je pense que je suis pas la meilleure personne pour en parler. Et du coup, je vais laisser forcément les concernés s'exprimer sur le sujet. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de la médecine de ville, pourquoi elle est en difficulté et pourquoi nous sommes nombreux finalement à avoir du mal à se projeter et sommes très inquiets sur l'avenir finalement de la profession. Et comme je le disais dans cette vidéo, voilà, je vais exprimer mon point de vue, mes inquiétudes et qu'est-ce qui va me pousser justement à faire grève début décembre. Alors premier point, et ça va pas concerner que la médecine, ça va concerner aussi l'éducation nationale, ça va concerner la police, je constate, et ça me fait peur, une croissance, ou je sais pas si c'est une croissance, mais une explosion, voilà, des incivilités, du manque de respect, de l'agressivité. Et franchement, ça fait peur. J'ai fait une vidéo récemment sur une agression au cabinet. Je disais dans cette vidéo que c'est pas quelque chose d'anecdotique. J'avais déjà fait une vidéo par le passé avec un pote à moi qui s'est fait exploser nos urgences. Je me souviens, un maître de stage quand j'étais interne qui s'était fait agresser dans son cabinet. Mon propre médecin traitant s'est déjà fait agresser aussi. Et moi-même, j'ai été déjà menacé à plusieurs reprises durant mon cursus. Et aujourd'hui, après avoir, on va dire, vadrouillé pendant un moment de cabinet en cabinet, puis m'être installé par la suite, je vois que je ne vais pas dire quotidien, mais quasiment, si quasiment, parce qu'il y a des degrés différents, c'est-à-dire que de manière quotidienne, on va avoir des incivilités et un manque de respect. Je ne dis pas évidemment que ça concerne tout le monde, mais sur une journée, quand vous travaillez du matin au soir, je peux vous dire qu'il n'y aura pas une journée où vous n'allez pas faire face à certaines incivilités, manque de respect. Et parfois, le degré va monter et vous allez arriver sur des violences qui sont parfois gravissimes et très difficiles à gérer. Et je peux que vous partager finalement mon inquiétude sur la suite, parce que j'ai l'impression, en ayant commencé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a une croissance que j'arrive à visualiser, finalement, à palper de finalement cette violence. Et comment on va faire, nous, personnes qui travaillons au service finalement des autres, que ce soit les policiers, les professeurs, ou nous les médecins, infirmiers, aides-soignants, etc.,
pour continuer à faire notre métier si quand on y va, on a peur de se faire finalement taper dessus tout simplement. Se faire taper étant évidemment le degré maximal, mais comme je disais, à côté, il y a tout le reste, hein, les violences verbales, l'agressivité, l'incivilité, enfin bref, je me répète, mais vous avez compris. Sachant qu'à côté de ça, on peut se poser la question, pourquoi ce manque de respect? Alors là, il va y avoir plein de raisons sociales, etc. Mais si on parle uniquement finalement de la profession, de ce qu'on pourrait changer là-dedans, en tout cas, nous, parce que je partage finalement cette opinion, ce point de vue avec beaucoup de monde, c'est que les personnes qui sont irrespectueuses, qui nous agressent, etc., on a l'impression qu'en fait, dans leur tête, tout lourd est dû. Le système actuel fait que les gens ont l'impression que si on est une personne qui travaille au service de l'autre, on est redevable de tout et en fait on est juste des esclaves et on doit répondre de manière immédiate à n'importe quelle demande et sans broncher. Or c'est juste impossible et c'est pas le cas et de toute façon ce serait pas normal que ce soit de cette manière que ça se passe. Alors on est des milliers, peu importe la profession finalement, à être très volontaires, à faire les choses de bon cœur, à vouloir aider les gens, mais quand tous les jours on a l'impression que la société pense qu'on leur est totalement redevable de tout, qu'on doit sacrifier notre propre personne pour finalement répondre à toutes les demandes, les attentes, non, c'est compliqué. Et là, c'est difficile aussi de se projeter par la suite et de se dire comment, dans une société où on pense finalement que le médecin doit tout et doit répondre à n'importe quelle demande, peu importe le jour, la nuit, le week-end, la période de l'année, comment on fait pour se projeter dans l'avenir? Je prends l'exemple aussi, je le prends régulièrement dans mes vidéos, l'exemple des rendez-vous non honorés. J'ai fait le calcul là sur le mois de novembre, des rendez-vous qui ont été pris, en tout cas à mon nom, avec celui aussi de ma remplaçante sur le mois de novembre. Il y a 85 rendez-vous à peu près qui ont été pris et qui n'ont pas été honorés sans que les gens préviennent. C'est-à-dire que les gens considèrent finalement que c'est un bien de consommation comme un autre, qui peuvent prendre rendez-vous, bloquer le temps du médecin et bloquer aussi des plages de consultation pour d'autres personnes, ne pas venir. Et en fait, c'est pas grave. Et pareil, là-dessus, c'est difficile aussi de se projeter sur la suite. Comment on va continuer si en fait ce genre de phénomène ne fait aussi que s'accroître? Les gens finalement qui vous bloquent votre temps, d'accord? Parce que vous êtes là et vous attendez. C'est pas des rendez-vous finalement que vous pouvez donner à d'autres personnes, vu qu'ils sont pris, ne sont pas honorés et vous n'êtes pas prévenu. Si vous prévenez que vous n'allez pas venir, il n'y a pas de souci, on refile le rendez-vous à quelqu'un. Mais là, quand même, sur un mois, vous imaginez 85 rendez-vous qui ont été pris, qui n'ont pas été honorés et qu'on n'a pas pu refiler à d'autres personnes, juste pour moi. Alors vous imaginez à l'échelle de la France. Et ça, c'est juste aussi un symptôme, comme je dis, finalement, en fait, du manque de respect, de totale considération du métier et du fait qu'on considère qu'aujourd'hui, la santé, c'est un bien de consommation comme un autre. Et personnellement, c'est un élément qui me fait craindre quand même pour la suite, et là il y a des choses à changer. Deuxième point sur lequel j'ai envie de m'arrêter, c'est la charge administrative quand on est justement médecin. Est-ce qu'on fait médecine pour remplir des papiers? Le temps qui est consommé, qui est pris pour répondre à des décharges administratives, des démarches administratives, c'est affolant, c'est affolant. Le nombre de personnes, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est le système qui fait ça, qui consulte pour des certificats inutiles. J'ai fait une vidéo sur le sujet, certificat médical pour pouvoir participer à une compétition d'échecs. Franchement, vous pensez que c'est normal qu'aujourd'hui on blanque des consultations pour des motifs comme ça? Les certificats à arrêt de travail là, de moins d'un jour, 2 jours, j'ai pas été au travail, j'ai besoin d'un certificat. Ok, c'est pas de la faute des gens, c'est la faute du système. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que tous ces motifs de certificat vous comprenez ce que je veux dire, disparaissent et finalement qu'on décharge justement du temps médical à la fois pour le médecin mais surtout pour les patients. Et évidemment, j'entre pas dans les détails de toutes les démarches administratives à faire, mais par exemple aussi si je prends la sécurité sociale, des fois vous allez retrouver avec plein de consultations finalement qui vont pas vous être payés et vous allez recevoir un mail ou un courrier de la sécurité sociale qui va vous dire par exemple pour tel accident de travail vous n'avez pas bien rempli le certificat patati patata, ça fait qu'il y a 4-5 consultations finalement qui vous sont pas honorées. Si vous voulez percevoir vos honoraires, il vous faut remplir le duplicata de je sais pas quoi. Oh,
Je suis médecin, je ne suis pas un mec qui travaille justement dans des structures de bureau, qui fait de l'administratif, etc. Il y en a un minimum, c'est normal, peu importe finalement la structure. Mais là, le temps qui est pris pour ça, il est considérable et surtout, il est inutile. Autre point sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est finalement ce qu'on appelle les forfaits, la ROSP. Hein, revenu, je pense, rémunération sur objectif de santé publique. En gros, chaque année, la sécurité sociale va vous verser une certaine somme d'argent si, en gros, vous faites bien votre boulot. Hein, un petit peu les toutous de la sécurité sociale. Il faut faire ci, il faut faire ça comme ça, ça comme ça. Si vous le faites bien, bah, vous avez un petit cadeau. Et si c'est pas le cas, bah, non, vous êtes puni. Ça, on n'en veut plus. Moi, je suis un médecin indépendant. Je veux faire les choses à ma sauce. Et on n'a pas besoin d'être fliqué pour faire notre travail et avoir une petite carotte. Faites les choses comme nous, on veut. Non, non, t'es médecin, t'as des patients devant toi, tu fais les choses comme tu penses qu'elles sont justes de faire et t'as pas à répondre à certains objectifs pour justement, entre guillemets, à la fin de l'année, avoir une petite carotte. Autre point sur lequel j'ai envie de me prononcer, on parle de carotte, de rémunération. Il faudrait tout simplement aussi revaloriser le prix de la consultation qui est le même depuis des années, qui bouge pas même dans un contexte d'inflation et qui est aussi un frein à l'installation. Voilà, dans la tête de beaucoup de gens, quand ils entendent 25 €, d'ailleurs, ils pensent que le médecin se met les 25 € dans la poche à chaque fois pour lui. Mais j'ai déjà fait aussi des vidéos sur le sujet, finalement, sur ce qui correspond aux charges, que ce soit charges de fixe de cabinet, que ce soit ce qu'on appelle l'URSSAF, la CAF et même les impôts, qui correspond finalement quasiment la moitié à chaque fois. Et aujourd'hui, quand par exemple, je vais prendre l'exemple de Paris, un local, c'est je sais pas combien d'euros le mètre carré pour une location, le matériel médical, une secrétaire. Comment vous faites aujourd'hui avec des consultations à 25 balles en secteur 1, c'est-à-dire remboursé, pour justement avoir des bons moyens pour bien faire votre travail et pouvoir prendre le temps aussi avec les gens. Quand vous savez que par exemple le prix d'une visite à domicile c'est 35 €, c'est quand même abusé. Je veux dire, moi quand là j'ai arrêté, je vous avoue, d'en faire. Je suis à Paris, c'est compliqué, mais en tout cas quand j'étais dans le Nord et que je faisais des visites à domicile, bah, quand vous êtes dans un cabinet, vous faites des visites à domicile, vous bloquez une demi-journée pour voir 4-5 personnes seulement, parce que oui, il faut vous déplacer, c'est long, il y a de la route à faire, vous allez de maison en maison. En général, quand vous faites une visite à domicile, c'est pour voir une personne âgée, polypathologique, avec plein de problèmes de santé. Souvent, voilà, il y a, on va dire, un système de soins qui est prévu à la maison, avec des infirmières, des kinés, parfois les médicalisés. Souvent, il y a des gros soins, des soins de pansement, des soins d'escar. Et là, vous prenez du coup un temps monstrueux pour faire ça, pour, bah voilà, vos 35 € finalement bruts. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, mettez-vous, vous n'êtes pas médecin, ok? Voilà, je vous mets en situation, je vous dis voilà. Donc là, sur l'heure, vous allez voir une personne, comme je vous ai dit, de 83 ans, avec un cancer métastatique, qui est en hospitalisation à domicile. Vous êtes un peu le coordinateur de soins, vous devez gérer les demandes des infirmiers, les traitements à avoir pour la maison, donner votre avis, expertise médicale sur les différents problèmes de santé, adapter les pathologies, gérer justement les soins, on va dire, d'escar, de pansement, etc. Gérer les bilans. Et bah du coup, en fait, c'est 35 balles brutes. Voilà. Et là, il faut comprendre que c'est pas une histoire de je veux plus d'argent. C'est juste qu'à un moment, faut aussi que la valeur des actes, elle ait la vraie valeur des actes finalement. Et qui plus est, c'est quand même un frein aussi à l'installation. Parce que je vous dis que les charges, elles sont énormes, elles sont conséquentes. Que en plus de ça, la population est vieillissante, que la demande de soins est croissante, qu'il y a plus de gens qui vont devoir se faire soigner à domicile. Comment vous pouvez dire aujourd'hui à un jeune qui sort des études, écoute, installe-toi en libéral avec toutes les charges inhérentes au cabinet et en plus de ça, tu vas devoir gérer une patientèle qui est comme celle-là, pour des tarifs qui sont les suivants, par exemple 35 € la visite à domicile. Mais en fait, c'est quoi le problème par la suite si on ne revalorise pas le prix de la consultation? C'est qu'on va avoir une augmentation du nombre de personnes finalement qui vont faire voilà, des honoraires en fait non remboursés, que ce soit ce qu'on appelle du secteur 2 ou du secteur 3. Ça va augmenter les inégalités d'accès aux soins. Donc finalement, il faut aussi faire quelque chose par rapport à ça pour pouvoir faire de la bonne médecine. Et la bonne médecine, c'est un, c'est avoir du temps, et deux, c'est avoir des moyens. Avoir des moyens pour avoir une belle structure, pour pouvoir avoir une secrétaire qui puisse justement vous décharger de tout le temps administratif, de la gestion des rendez-vous, etc.
et de pouvoir justement prendre le temps avec les patients. Et comme si le travail n'était pas assez compliqué, qu'on n'avait pas l'impression qu'il n'est pas de moins en moins respecté, eh bien aussi il y a des histoires là de délégation de tâches qui sont en train de se mettre en place, où en gros, on va prendre le médecin, on va prendre son taf, on va le décortiquer, on va dire bah ça ce sera plus à toi de le faire, ce sera au pharmacien, ça ce sera pas à toi de le faire, ce sera aux infirmières de pratique avancée, et toi finalement tu géreras que les gros trucs compliqués et justement sans aucune revalorisation des axes. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver et qui est aussi en train de dire, oulala, l'avenir de la médecine en ville, en tout cas d'un point de vue du médecin, ça risque de devenir compliqué. Finalement, en conclusion de tout ça, ce qui est inquiétant pour la suite, ben, c'est finalement dans quelle situation on va se retrouver dans les années qui viennent, avec justement un métier qui va être de plus en plus compliqué à exercer, de moins en moins attractif. Les personnes qui vont terminer les études vont avoir de moins en moins envie de s'installer finalement avec toutes les difficultés inhérentes justement à la profession. L'inégalité des soins, elle va s'accroître. On va avoir de plus en plus de personnes finalement peut-être qui vont aussi se déconventionner, c'est-à-dire avoir finalement aussi des tarifs libres non remboursés, mais pour justement répondre à ce que je disais, les charges, le matériel, le temps de prise en charge avec les patients, etc. On va avoir du coup une médecine à 2 vitesses qui va apparaître. À côté de ça, l'hôpital est en train d'exploser. Bon, enfin bref. Compliqué, donc franchement, ça fait peur. Et c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons, et sûrement d'autres peut-être que j'ai oublié, que moi, personnellement, je ferai grève le 1er et le 2 décembre 2022 pour dire, bah écoutez, là, j'ai un petit peu peur pour la suite. Et je sais pas trop comment ça va se passer, mais si on ne change pas les choses en profondeur avec finalement l'avis des acteurs de terrain, ça va être très chaud. Car effectivement, et je pense que ça, les autres professions pourront peut-être en témoigner, les prises de décision, on a l'impression qu'elles sont faites de manière finalement hors sol, totalement déconnectée de la réalité, du terrain. Enfin bref, c'est ahurissant et du coup on se dit, mais en fait comment c'est possible quoi? Comment c'est possible? Donc, je ne sais pas évidemment si les choses vont changer, si la grève va apporter quelque chose. En tout cas, c'était ma petite vidéo personnelle, mon petit partage finalement d'opinion, de position par rapport au sujet. Je vous explique pourquoi je ferme le cabinet début décembre. Et puis ensuite, advienne que pourra. Et j'espère vraiment que les choses pourront changer pour que tout le monde puisse accéder aux soins de la même manière, que la profession puisse se faire dans de bonnes conditions et qu'on puisse avoir une médecine digne de la France de 2022, 2023 et finalement du 21e siècle. Sur ce, les gens, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.